Bonsoir. Le 16 octobre 1984, peu après 21h, le corps d'un petit garçon de 4 ans est retrouvé pieds et poings liés dans les eaux froides de la Vologne. Son nom, Grégory Villemain. Vous le savez, près de 33 ans après les faits, l'enquête sur son meurtre a connu il y a 2 jours un incroyable coup de théâtre avec les mises en examen de Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-tante du petit Grégory. C'est pourquoi, ce soir, France 2 a décidé de bouleverser ses programmes pour revenir sur l'histoire de ce fait divers emblématique, certainement la plus grande énigme policière française de ces dernières décennies. Rarement, en effet, une affaire criminelle aura à ce point retenu l'attention des médias et du grand public, soulevant d'innombrables interrogations, provoquant de très vives controverses et suscitant surtout un interminable espoir, celui de connaître un jour l'identité du ou des auteurs de cet odieux assassinat. Je vous propose donc de retracer plus de 30 ans d'enquête à la poursuite de la manifestation de la vérité. Octobre 1984, le corps d'un enfant de 4 ans est repêché dans les eaux de la Vologne. On a attaché le petit Grégory pour bien montrer qu'en aucun cas il ne pouvait s'agir d'un accident. Les gendarmes sont très vite persuadés que l'assassin de Grégory Villemain est un proche. En fait, Grégory, il est sacrifié à la haine et à la jalousie en même temps que quelqu'un voue à son père. 3 semaines après le meurtre, Bernard Laroche, cousin germain du père de l'enfant, est inculpé. On entend à la sortie du tribunal, à mort l'assassin. Il y a des gens qui s'étaient prêts à nous cracher dessus. C'est pas facile de vivre ça. Des soupçons infondés vont ensuite peser sur la mère de Grégory. Les rumeurs sont toujours après moi et puis que ça, j'ai rien à me reprocher. L'affaire Villemain passionne et divise la France entière. Ce fait divers a fonctionné comme une espèce de porte-manteau où chacun pouvait rentrer et accrocher ses fantasmes et ça fonctionnait. Retour sur une énigme criminelle qui dure depuis 30 ans. Nous sommes dans un petit village des Vosges de moins de 1000 habitants. Pourtant, le nom de cette commune est connu dans la France entière. Car c'est ici, à l'Épanche-sur-Vologne, que s'est déroulée l'une des affaires criminelles les plus médiatiques du XXe siècle. Le 16 octobre 1984, le corps de Grégory Villemain est découvert dans la Vologne. Depuis le jour du meurtre, cette affaire n'a cessé de défrayer la chronique, de déchaîner les passions et de véhiculer de folles rumeurs et de fausses accusations. Les enquêteurs, les magistrats, les experts et les journalistes qui ont travaillé sur l'affaire Villemain sont à jamais marqués par ce dossier et ses rebondissements exceptionnels. Aujourd'hui, Christine et Jean-Marie Villemain attendent toujours que la justice désigne l'assassin de leur fils, l'assassin de leur petit Grégory. Retour sur une affaire qui demeure à ce jour non élucidée. Le 16 octobre 1984, à l'Épanche-sur-Vologne, c'est une belle journée d'automne. Christine Villemain, 24 ans, quitte son travail de couturière à la manufacture de confection vosgienne un peu avant 17h. Elle passe chercher son fils de 4 ans, Grégory, chez la nourrice, et elle rentre chez elle en attendant le retour de son époux Jean-Marie. Thierry Moser est l'un des avocats du couple Villemain depuis près de 30 ans. Cette journée du 16 octobre 1984, il la connaît dans les moindres détails. Christine doit faire du repassage. Elle fait du repassage et puis elle permet donc à Grégory, comme il fait beau, de jouer à l'extérieur du pavillon.
Grégory joue sur ce tas de gravier et de sable installé là pour les travaux d'agrandissement de la maison familiale. Mais à 17h20, lorsque Christine Villemain appelle son fils, personne ne répond. Le petit garçon a disparu. Elle s'inquiète, elle fait le tour de la maison, elle ne le voit pas. Elle va à ce moment-là chez les voisins pour demander si les voisins ont aperçu l'enfant. Les recherches de Christine Villemain sont vaines. Sa belle-mère lui téléphone pour lui dire qu'un oncle de Grégory a reçu un appel anonyme, revendiquant l'enlèvement et le meurtre de l'enfant. L'assassin annonce qu'il a jeté le corps dans la Vologne. Les gendarmes de Bruyères sont rapidement sur place. Avec l'aide des pompiers, ils organisent des recherches dans la vallée. En 1984, Christian Hamé était chef du centre des sapeurs-pompiers volontaires de l'Épanche-sur-Vologne. Il se souvient parfaitement de cette soirée. Vers les 19h, 19h30, on n'avait rien trouvé. Donc, la gendarmerie était prête presque à arrêter les recherches, puisque rechercher quoi, où. Et c'est là que j'ai pris l'initiative d'envoyer donc 3 sapeurs-pompiers sur Docelles. La commune voisine de Docelles se trouve à 6 km en aval. Au centre du village, les pompiers croient avoir repéré quelque chose contre un barrage. Il faisait nuit, hein, donc avec une lampe depuis le pont Belay, ça fait à peu près une 50aine de mètres. Ils ont vu, me disant, une forme, donc peut-être que c'était un sac poubelle, mais dans le doute, on est redescendu en compagnie de la gendarmerie qui était présente. Et c'est là que j'ai envoyé donc Stéphane Remy pour voir ce que c'était. Effectivement, il nous a dit, c'est le gamin. Il est 21h. Le docteur Petit, médecin généraliste à Docelles, est tout de suite appelé sur les lieux. Quand je suis arrivé, le corps était encore dans l'eau. Les pompiers étaient en train de prospecter dans la rivière, ils avaient repéré le corps. Et donc moi j'attendais sur la berge que le corps soit retiré pour pouvoir l'examiner. Le cadavre de l'enfant est sorti de l'eau. Présent sur les lieux, un photographe du journal local saisit cet instant terrible. Le bonnet de l'enfant est rabattu sur son visage. On aperçoit une cordelette qui passe autour de son cou et lui entrave les chevilles et les poignets. On était un petit peu, tous les pompiers, un petit peu secoués, quoi. Il n'y a pas de mots. Pour qualifier le geste, là, il n'y a pas de mots. S'en prendre à un gamin de 4 ans. Le corps de Grégory est transporté dans l'ancien local des pompiers qui se trouve à une vingtaine de mètres. Le docteur Petit réalise le premier examen du corps. Il est mis sur une table avec la couverture et donc là je m'installe pour l'examiner. Il est flasque, il n'est pas rigide, hein, on n'a pas encore de rigidité cadavérique. C'est le corps d'un bel enfant de 4 ans qui est en bonne santé. Hein, il n'y avait pas non plus de traces de coups évidentes, ou du moins sur la face. Les yeux étaient fermés, je lui ouvre les yeux et les pupilles étaient dilatées, donc ce qui veut dire que l'enfant est déjà décédé depuis un certain temps, hein, il n'y a plus d'activité cérébrale. Les lèvres sont légèrement cyanosées, c'est-à-dire légèrement bleutées. Hein. Comme quelqu'un qui sort de l'eau puis qui a froid, hein, si vous voulez, c'est un peu la même chose. Hein. Et puis le visage est très, très pâle. L'autopsie de Grégory Villemain est pratiquée à Nancy le 17 octobre 1984 par le professeur de Rennes et le docteur Pagel. Cette autopsie sera lourdement critiquée. Elle ne permet d'établir ni l'heure ni les causes de la mort de l'enfant. Journaliste à l'Humanité à l'époque des faits, Serge Garde a été le premier à dénoncer l'absurdité des conclusions du rapport d'autopsie. Le médecin légiste fait mourir Grégory à la fois d'une noyade asphyxique et en même temps d'une hydrocution. Or, ces deux morts s'opposent. On ne peut pas un peu mourir d'hydrocution et ensuite mourir asphyxié. C'est pas possible. Et il a cette phrase qui va être reprise par tous les journaux. L'enfant a été jeté vivant dans les eaux froides de la Vologne. Je m'excuse, mais quand on est un scientifique, on ne fait pas de littérature, on répond à des choses précises. Nous avons demandé au docteur Caroline Rambaud, médecin légiste spécialisée dans les autopsies d'enfants, de nous donner son avis sur les causes du décès de Grégory. Les éléments qui ressortent pour moi de ce rapport d'autopsie, c'est qu'il est mort d'une asphyxie par obstruction des voies aériennes supérieures,
d'une façon certaine et que le corps a été mis à l'eau après la mort. Selon le docteur Rambaud, Grégory Villemain a donc été noyé ou étouffé avant d'être ligoté et jeté dans la Vologne. Car si l'enfant avait été jeté vivant dans la rivière, il se serait débattu et ses poignets porteraient la marque de la cordelette. En ce qui concerne l'heure de la mort de l'enfant, les premières constatations du docteur Petit à Docelles livrent une information précieuse. Il dit que la mâchoire était serrée, donc pour nous, rigidité de la mâchoire, c'est le premier élément de la rigidité cadavérique que l'on peut voir. Et la rigidité cadavérique commence à s'établir 3 à 4 heures après la mort. Ce qui veut dire que si à 21h30, il avait cette rigidité de la mâchoire, que la mort remontait à 3 ou 4 heures avant. Grégory aurait donc été tué entre 17h et 18h. Mais le scénario du crime reste obscur. Le rôle des cordelettes, notamment, est mystérieux. Pour Serge Garde, il s'agit là d'une mise en scène. Autrement dit, on a attaché le petit Grégory pour bien montrer qu'en aucun cas il ne pouvait s'agir d'un accident de l'enfant qui s'échappe, qui tombe dans la rivière et qui se noie. Non, 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 les liens étaient là pour dire non, c'est pas un accident, c'est un crime. Cette affaire va tout de suite être suivie par une nuée de journalistes. Évidemment, la presse locale se mobilise, mais pas seulement. Toutes les grandes rédactions nationales vont envoyer des reporters sur place. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ce crime ait tout de suite attiré l'attention des médias ? Cyniquement, je peux dire que pour un journaliste de faits divers un peu expérimenté, tous les ingrédients du bon fait divers bien médiatique sont réunis. Il s'agit d'un enfant jeune, 4 ans, enlevé dans le jardin de la maison familiale alors que sa mère se trouve dans la maison. On retrouve son corps ici, à 6 km du lieu de l'enlèvement. Et en plus, le tueur revendique son crime moins d'une demi-heure après la disparition de l'enfant. C'est d'une brutalité, d'une violence extrême. La publication de cette photo le lendemain du crime, accompagnée de la dernière photo d'école de Grégory, a également contribué à accélérer la médiatisation du crime. Effectivement, le contraste est saisissant. D'un côté, la photo en couleur d'un enfant gai, souriant. De l'autre, la photo en noir et blanc de la scène de découverte du corps. Je tiens à préciser que normalement, de telles photos ne paraissent jamais dans la presse. Elles sont prises par des techniciens de la police ou de la gendarmerie à des fins uniquement d'enquête. Le fait qu'un journaliste local ait pu prendre une telle photo préfigure le rôle que les médias vont jouer dans la suite de cette affaire. Le coup de téléphone de revendication du crime a été reçu par l'un des oncles paternels de Grégory, l'un des frères de Jean-Marie Villemain. Peu après 17h30, Michel Villemain dit avoir entendu une voix masculine rauque lui dire « Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté dans la Vologne. Sa mère est en train de le chercher mais elle ne le retrouvera pas. Ma vengeance est faite. » Les gendarmes ont vite appris que le chef désignait Jean-Marie Villemain. Grégory a donc été tué pour ce qu'il représentait pour ses parents. Il est l'objet d'une vengeance revendiquée par l'appel téléphonique d'un homme. Ces deux informations sont essentielles, ce sont des orientations d'enquête essentielles. Au-delà du mobile, la vengeance donc, le contenu de cet appel donne également un déroulé précis et plausible des faits. Ouais, tout est dans l'ordre, tout a l'air exact. Je me suis vengé, j'ai kidnappé, sa mère est en train de le chercher. L'homme à la voix rauque précise même son mode opératoire, la manière dont il l'a tué. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté dans la Vologne. Pourtant, le médecin légiste ne relève sur le corps de l'enfant aucune trace de strangulation. Oui, mais l'autopsie a été remise en cause. Et puis je sais, par expérience, que même quand une autopsie est pratiquée selon les règles de l'art, on peut passer à côté d'une strangulation manuelle, c'est-à-dire d'une strangulation à main nue. Moi, je pense que Grégory a été étranglé, il est mort étranglé. Tout a été très vite dans ce meurtre, l'enlèvement, le crime et la revendication, tout semble très précipité, et pourtant on sait que c'est une vengeance, donc un meurtre prémédité. Oui, il s'agit d'un meurtre prémédité, c'est-à-dire d'un assassinat. Mais ça ne veut pas dire que le tueur avait prévu de passer à l'acte ce jour-là. Il ne pouvait en effet pas savoir, prévoir, que sa mère allait laisser Grégory jouer dans le jardin pendant qu'elle-même ferait du repassage à l'intérieur de la maison. Moi, je pense que le tueur guettait les allées et venues de Grégory et de ses parents et qu'il a choisi le moment le plus opportun pour passer à l'acte. Le lendemain du meurtre, Jean-Marie Villemain ouvre sa boîte aux lettres et découvre un courrier oblitéré la veille à 17h15 à l'Épanche-sur-Vologne. C'est une nouvelle revendication du tueur. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef.
Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Capitaine de la compagnie de gendarmerie d'Épinal en 1984, Étienne Sesma a été le premier directeur d'enquête sur l'affaire. C'est vraiment la clé de cette affaire. On y retrouve le mobile et en même temps l'élément fondamental du profil de l'assassin. En fait, Grégory, il est sacrifié à la haine et à la jalousie en même temps que quelqu'un voue à son père. L'assassin qui a tué de sang-froid leur fils de 4 ans. Christine et Jean-Marie Villemain pensent le connaître. Cette haine meurtrière porte en effet la signature du mystérieux corbeau qui les harcèle depuis des années. Coups de téléphone anonymes, lettres, leur famille tout entière a été victime de harcèlement. Au lendemain de l'assassinat de Grégory, les enquêteurs commencent donc par remonter la piste du corbeau. Ils découvrent que les premiers coups de téléphone ont commencé en 1981. Journaliste à Paris Match, Jean Kerr a suivi toute l'affaire. Il a notamment étudié les enregistrements des appels du corbeau. Il parle comme ça. Vous voyez, on sent qu'il se force. Et puis souvent, on entend son souffle. Il a un accent de la région, là-bas. Et il a la voix rauque. Paraît-il qu'elle est déguisée. Et cette personne, l'homme à la voix rauque, ce corbeau, passe des appels d'agressivité, de haine, d'insultes aux différents membres de la famille, notamment aux parents Villemain, Albert et Monique, qui se trouvent dans leur village à Aumonzé. Les grands-parents paternels de Grégory, Albert et Monique Villemain, sont la cible privilégiée du corbeau. Il est dit dans le dossier que Albert et Monique Villemain, donc les parents de Jean-Marie, ont reçu à peu près 800 voire 1000 appels téléphoniques malveillants. On a le sentiment que ce corbeau surveille les allées et venues. Il semble savoir qui rend visite et à quel moment à Albert et Monique. Pour pimenter ses menaces, l'homme à la voix rauque se livre à des farces sinistres avec la complicité d'une femme. C'est Albert Villemain qui est principalement visé. Le corbeau féminin annonce tantôt sa maladie, tantôt sa mort. Il contacte par exemple les pompes funèbres pour faire relever son corps, ou bien annonce son décès à des voisins. À la fin de l'année 82, la famille décide, elle en a ras-le-bol, de porter plainte. On va voir les gendarmes qui prennent l'affaire tout de même au sérieux, la brigade de Corsieux, et font courir le bruit qu'ils mettent des tables d'écoute. Et là, du jour au lendemain, ces appels disparaissent. Le corbeau change alors de stratégie en téléphonant sur les lieux de travail de ses victimes. C'est aussi à cette époque qu'il commence à envoyer des lettres anonymes dans lesquelles il déballe tous les secrets de famille des Villemain. Albert et Monique ont plusieurs enfants. L'aîné s'appelle Jackie. Jackie est un enfant naturel de Monique, qui a été légitimé par Albert. Et ce corbeau semble prendre la défense de Jackie. Jackie dit le bâtard. Le corbeau réclame justice pour Jackie, qui selon lui est toujours mis de côté. Il exploite aussi la situation pour semer la zizanie dans la famille. Le corbeau jouait avec l'idée qu'il pouvait y avoir un autre bâtard. Et visiblement, dans la famille Villemain, du moins chez les enfants Villemain, il y avait comme une espèce d'angoisse. Est-ce que je suis un enfant légitime ou pas? Être ou ne pas être bâtard, quoi. Telle était la question. Il dit qu'il y a des bâtards dans la famille, il sait qui est le père d'un tel, il sait que Monique a eu des amants, enfin, etc. Il crache vraiment sur Albert et Monique. Et après, ça va dégénérer sur le chef. Le chef, c'est Jean-Marie Villemain, 26 ans, le père de Grégory. Il a hérité de ce surnom 4 ans plus tôt, quand il a été promu contremaître dans son usine. Jean-Marie, parmi les enfants d'Albert et Monique, Jean-Marie, c'est un peu, comment dirais-je, je crois le plus dégourdi. Peut-être, je n'ose dire le plus intelligent, je dirais le plus entreprenant. C'est celui qui, finalement, arrive par son travail, par son intelligence, à s'élever. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est vrai. Il s'élève au-dessus de sa condition sociale. Dans ce milieu où tout le monde est ouvrier de père en fils, Jean-Marie est le seul de sa famille à être passé contremaître, et cela à seulement 22 ans. Il est fier de sa réussite, et peut-être a-t-il eu le tort d'afficher trop ostensiblement sa satisfaction. Car Jean-Marie se débrouille bien dans la vie.
Avec Christine et Grégory, ils forment une famille unie. Ils ont construit un pavillon sur les hauteurs de l'Épange. Ils possèdent 2 petites voitures. À 24 et 26 ans, ils jouissent d'une certaine aisance qui crée des jalousies dans leur entourage. Vous savez, à l'époque, Christine et Jean-Marie sont appelés par certains les Giscards. Ils sont appelés les Giscards, ce qui, dans l'esprit de ceux qui tiennent ces propos, c'est méprisant, c'est insultant. C'est une expression faite pour exprimer de la hargne. Le Corbeau se plaint du cinéma autour du chef. Dans son délire despotique, il exige des parents Villemain qu'ils arrêtent de voir Jean-Marie. Vous ne devez plus fréquenter le chef, vous devez le considérer lui aussi comme un bâtard. La menace est claire, la vie ou la mort. Le 24 avril 1983, le Corbeau appelle Jean-Marie Villemain sur son lieu de travail. La conversation dure une demi-heure. Elle est décisive, car ce jour-là, Jean-Marie dévoile son talon d'Achille. Le Corbeau va lui dire « je vais brûler ta maison ». Jean-Marie lui dit « je m'en fous ». Bon. Le Corbeau lui dit « je vais faire du mal à ta femme, à Christine ». Et alors Jean-Marie, qui a un certain humour, lui dit « je vais en trouver une autre ». Bien. Jean-Marie cherche finalement à narguer le Corbeau. Mais lorsque le Corbeau lui dit « je vais m'en prendre à ton fils », à ce moment-là, Jean-Marie lui dit « ne fais jamais ça ». Et le Corbeau, qui est certainement un être pervers mais intelligent, a compris que c'est là que réside la faiblesse de Jean-Marie, l'amour pour son fils. Les gendarmes découvrent que le Corbeau a cessé de proférer ses menaces à la fin du mois de mai 1983. Pendant près d'1 an et demi, les Villemain n'entendront plus parler de l'homme à la voix rauque. Où est passé le Corbeau? Pourquoi s'est-il envolé? Plus personne n'a de ses nouvelles, jusqu'au jour de l'assassinat de Grégory, jusqu'au coup de téléphone de revendication du crime. On a tout de suite vu que l'on était dans un domaine familial ou social extrêmement restreint. On sait très bien d'emblée que ce meurtre, c'est pas l'affaire d'un vagabond, de quelqu'un de passage comme ça. C'est quelqu'un qui est dans la famille, c'est quelqu'un qui est proche. Les soupçons de Jean-Marie Villemain se portent immédiatement sur Jackie, surnommé le bâtard, que le Corbeau semblait protéger. Mais il sera très vite disculpé. Les gendarmes confient la lettre de revendication du crime à des experts en écriture. Parallèlement, ils enquêtent sur la piste familiale et font réaliser des dictées dans l'entourage de la famille Villemain. Très vite, l'affaire fait la une des médias. Le visage d'ange de Grégory, les photos sinistres de la découverte du corps, le mystérieux Corbeau, l'histoire de famille, tous les ingrédients sont là pour attirer la presse. Débordés par les demandes d'informations constantes des journalistes, les gendarmes organisent des points presse 2 fois par jour. On en est exactement au même point qu'à midi et que hier et qu'il y a 2 jours, malheureusement. Je fais partie de la meute des journalistes qui entourent la gendarmerie de Bruyères et qui attendent, et on attend, et on s'emmerde. Les gendarmes établissent un portrait robot d'un homme portant des favoris grâce à 2 témoins, ayant soi-disant croisé un individu au comportement étrange. Mais l'enquête piétine et les journalistes s'impatientent. Et des journalistes, ils étaient sur le terrain en permanence. Ils connaissaient les protagonistes, tous les témoins. Ils les voyaient avant nous parfois. Et ils travaillaient véritablement comme des enquêteurs parallèles, comme des détectives. Ces journalistes détectives vont bouleverser l'enquête en parasitant le travail des gendarmes. Mais l'énigme est trop tentante. La résolution de l'affaire semble être à la portée de tous. La lettre de revendication du crime semble en être la clé. La lettre a été postée le 16 octobre, avant 17h15, le tampon de la poste faisant foi. Donc, 17h15, il y a une lettre revendiquant la mort de l'enfant qui est postée. Or, l'enfant était vivant 1/4 d'heure avant chez la nourrice. Donc, brusquement, l'affaire devenait chronométrée comme dans un polar.
Les gendarmes entendent la préposée au bureau de poste de l'Épanche-sur-Vologne. Elle leur précise que le courrier a été posté entre 16h45 et 17h15. On sait que Grégory et Christine Villemain sont arrivés chez eux quelques minutes après 17h. On sait que la lettre a été postée au plus tard, à 17h15. En moins d'un quart d'heure, le tueur a enlevé Grégory et a posté sa lettre de revendication. C'est la preuve que les choses se sont passées très vite, Arnaud. Mais c'est surtout la preuve que cette lettre était prête. Le tueur l'avait sous la main, ce qui finit de prouver la préméditation si besoin était. Le tueur a donc revendiqué 2 fois son crime, une fois par écrit et une fois par téléphone. Et les enquêteurs vont découvrir qu'il aurait passé cet appel peu après 17h30. Cette double revendication peut paraître curieuse, mais elle permet d'établir la chronologie des faits. Peu après 17h, l'auteur s'empare de l'enfant et alors que l'enfant est encore dans sa voiture, vivant ou mort, il va poster sa lettre de revendication à l'Épanche, au plus tard à 17h15. Puis, dans le quart d'heure qui suit, il se débarrasse du corps dans la Vologne et passe son appel détaillant les circonstances du meurtre. La lettre de revendication du crime a été expertisée par les gendarmes. Hélas, aucune empreinte digitale n'a pu être révélée. Ils découvrent en revanche que l'écriture de cette lettre est la même que celle des courriers harcelant et menaçant les Villemain depuis des années. Oui, le corbeau et le tueur ne font qu'une seule et même personne. Le corbeau semble très bien renseigné, il connaît les secrets de la famille Villemain, ses secrets les plus intimes. Il se plaît par exemple à rappeler à Albert Villemain le suicide de son père, le grand-père de Jean-Marie qui s'est pendu. C'est donc quelqu'un de très proche. Oui, mais effectivement, au-delà de la connaissance de l'histoire de la famille Villemain, ces lettres et ces appels montrent qu'ils partagent leur quotidien. La preuve, dès qu'il sait que Albert et Monique ont déposé plainte pour ces appels malveillants et que leur téléphone va être placé sur écoute par les gendarmes, il cesse aussitôt ces appels anonymes. L'enquête des gendarmes est rendue compliquée en raison de l'omniprésence des journalistes, presse écrite, radio, télé. Tout le monde a le sentiment que le dénouement est proche, donc personne ne quitte les lieux de peur de rater un événement important. C'est pas tant l'omniprésence des journalistes qui gêne l'enquête, c'est plutôt leur activisme. La confidentialité des témoignages ne peut pas être préservée. Et chacun sait que ce qu'il va dire va être étalé le lendemain dans la presse. Donc ça effraie ceux qui savent réellement quelque chose. Et au contraire, ça encourage les rumeurs, les ragots, les informations fantaisistes. En l'absence d'éléments matériels, les gendarmes poursuivent leur enquête et s'accrochent à leur unique piste, celle du corbeau. Durant les premières semaines, les enquêteurs passent à la dictée toute la famille Villemain et son entourage. Ils recueillent 279 écrits émanant de 135 personnes différentes. À la fin du mois d'octobre, un suspect émerge. Les gendarmes organisent une réunion à Nancy en présence du juge d'instruction Jean-Michel Lambert et de 2 experts en écriture, Anne-Marie Jacquin-Keller et Marie-Jeanne Berrichon-Sédin. Et ces dames vont analyser les écrits du corbeau et vont, lors de cette réunion du 30 octobre, dire que, de leur point de vue, le corbeau est Bernard Laroche. Bernard Laroche, 29 ans, habite à Aumonzé. C'est un cousin germain de Jean-Marie Villemain. Ils se connaissent depuis toujours. Un gendarme de la section de recherche de Metz est également présent lors de cette réunion autour des lettres du corbeau. Cet enquêteur s'intéresse au domaine des expertises en écriture et sait réaliser certains travaux techniques. Il révèle sur la lettre de revendication du crime une trace de foulage. C'est une surimpression quand on écrit que la pointe bic est écrit, en dessous il y a un foulage. Il y a une surimpression et en lumière rasante, on voyait la signature de Bernard Laroche. Parce que Laroche il signait un L et un B. Et ils ont retrouvé un L avec la barre et un morceau du B. Fort de ces éléments, le 31 octobre, les gendarmes placent Bernard Laroche et son épouse Marie-Ange Laroche en garde à vue. Quand on gratte la situation de Bernard Laroche, on se rend compte qu'il correspond au profil que l'on peut avoir. Il peut être cette personne qui voue cette haine, cette jalousie à l'égard de Jean-Marie Villemain. Les enquêteurs découvrent que la vie de Bernard Laroche et celle de Jean-Marie Villemain ont connu des trajectoires parallèles. Mais à chaque étape, le parcours de Bernard Laroche est plus laborieux. Pour Bernard Laroche, tout est plus difficile. Bon, c'est déjà quelqu'un qui a eu la malchance de ne pas connaître sa mère, qui est morte quand il est né, d'avoir une enfance que l'on sait difficile, qui a un ménage marchand comme ci, comme ça.
Le fils des Laroche, Sébastien, naît 10 jours après Grégory, et contrairement à son cousin, un enfant à la santé fragile. Marie-Ange Laroche défend la mémoire de son défunt mari depuis près de 30 ans. Selon elle, le mobile de la jalousie invoqué par les gendarmes ne tient pas la route. Il n'y avait aucune jalousie. Ils avaient leur pavillon, on avait le nôtre. Je veux dire, on avait un enfant chacun, on travaillait tous les deux aussi, eux, ils travaillaient tous les deux. Je ne vois pas où il pouvait y avoir de la jalousie. Bernard Laroche dément formellement les accusations dont il fait l'objet. La trace de foulage découverte sur la lettre et les avis des experts en écriture ne suffisent pas. Après 24 heures de garde à vue, les gendarmes relâchent le couple Laroche. Les gendarmes m'ont soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du corbeau. Et, de toute façon, j'ai maintenu que c'était pas moi, j'ai la conscience tranquille. Et ils n'ont pas pu prouver que c'était moi. Mais les gendarmes poursuivent leurs investigations autour de Bernard Laroche. Ses relations avec un frère aîné de Jean-Marie Villemain, Michel Villemain, attirent toute leur attention. Bernard et Michel sont inséparables depuis les bancs de l'école. C'est l'anti-Jean-Marie. Michel, il est pas très futé et Michel conçoit, je le crois, une certaine rancœur vis-à-vis de Jean-Marie. Et Michel a un grand copain qui s'appelle Bernard Laroche. Michel habite à Aumonzé, la maison voisine de celle de ses parents, Albert et Monique. Pourtant, Michel se plaint de ne pas être bien considéré dans la famille, à la différence de Jean-Marie. Dans les jours qui précèdent le crime, un événement aurait pu exacerber ses sentiments à l'égard de Jean-Marie. On découvre que le week-end d'avant, donc 2 jours avant le 16 octobre, son frère, Michel, est venu avec son épouse Ginette, pour la première fois depuis des mois, les voir, leur rendre visite donc à leur maison à l'Épange. Et là, il retrouve un Jean-Marie très sûr de lui, talent un peu son aisance. À l'occasion de cet apéritif avec son frère, Jean-Marie raconte qu'il a obtenu un prêt très avantageux pour agrandir sa maison. Il lui montre également le nouveau mobilier qu'il vient d'acheter. Les parents de Grégory avaient fait l'acquisition d'un salon en cuir. Un salon en cuir, rendez-vous compte. Et c'est vraiment un objet luxueux aux yeux de certaines personnes de ce drame, de ce dossier. Et je crois que peut-être Jean-Marie a plastronné, il a peut-être fait un peu le malin en montrant, en exhibant ou en parlant de son salon en cuir. Et on sait que pendant les 2 jours qui suivent, le lundi et le mardi, Michel Villemain passe beaucoup de temps, notamment avec son cousin dont il est très proche, Bernard Laroche. En tant que confident de Michel Villemain, Bernard Laroche a forcément eu le récit de cette visite chez Jean-Marie Villemain. L'étau se resserre autour de Bernard Laroche. On travaille sur l'alibi et on passe des heures à demander à Bernard Laroche qu'est-ce qu'il faisait cet après-midi-là. Et vous aviez un alibi pour cette heure-là? Oui. De toute façon, j'ai ma belle-sœur qui m'a vu quand elle est rentrée de l'école. La belle-sœur dont parle Bernard Laroche, c'est Muriel Boll. Les gendarmes décident d'entendre cette jeune fille de 15 ans à la brigade de Bruyères le 2 novembre 1984. Mais lors de son audition, Muriel Boll finit par contredire son beau-frère. Elle déclare que le jour du meurtre, elle n'est pas rentrée comme à son habitude seule du collège avec le quart de ramassage scolaire. Elle explique que c'est Bernard Laroche lui-même qui est venu la chercher en voiture. Elle précise que le petit Sébastien était à l'arrière du véhicule. Le gendarme Yves Burton a recueilli la parole de Muriel Boll. Je n'étais pas seul, nous étions 2 enquêteurs pour chaque audition. Et effectivement, nous avons reçu le témoignage de Muriel qui nous déclare partir avec son beau-frère qui va la chercher à la sortie du collège, ensuite prendre un itinéraire qui les emmène à un endroit qu'elle ne connaît pas, mais où il va chercher un petit garçon. Ensuite, ils repartent en direction d'un autre lieu qu'elle ne connaît toujours pas, où là encore, il repart avec l'enfant et revient seul. Muriel Boll ajoute qu'elle ne connaissait pas le petit garçon qui est monté dans la voiture à côté de Sébastien. Ces aveux sont essentiels. Le lendemain matin, le samedi 3 novembre, la jeune fille qui a passé la nuit à la gendarmerie maintient sa version.
Muriel réitère ses aveux. Le juge Lambert, qu'on arrive difficilement à obtenir au téléphone finalement, nous annonce que finalement il a autre chose à faire et qu'il ne se rendra pas sur place. Ça paraît inconcevable, mais c'est la réalité. Et il nous dit, écoutez, on verra lundi matin. Les gendarmes ne peuvent pas garder plus longtemps l'adolescente en garde à vue. Ils sont contraints de la rendre à sa famille. La situation est délicate, car Muriel risque de subir des pressions. Les enquêteurs lui donnent pour consigne de ne rien révéler de son témoignage. Et l'adolescente tient sa langue. Et le lundi matin, quand d'office, nous allons chercher Muriel pour la présenter au juge d'instruction, qui se faisait encore un peu tirer l'oreille, elle confirme tout. Seule dans le bureau du juge, Muriel Boll réitère ses déclarations. Le juge décide de se déplacer immédiatement sur les lieux pour refaire en voiture avec Muriel les trajets décrits dans cette déposition. Et la jeune fille persiste. Dans l'après-midi de ce lundi 5 novembre, les gendarmes procèdent à l'interpellation de Bernard Laroche sur son lieu de travail. Le suspect est conduit à Épinal, dans le bureau du juge. Le juge Lambert décide d'inculper Bernard Laroche pour enlèvement et assassinat. À Épinal, l'ambiance est au lynchage. Gérard Welzer est l'avocat de la famille Laroche depuis le 5 novembre 1984. Une journée qu'il n'oubliera pas. On entend à la sortie du tribunal « à mort l'assassin ». Je suis obligé, avec des journalistes, d'amener Marie-Ange, sa femme, de la protéger, puis de l'amener à mon cabinet pour éviter que la foule vienne exercer des violences. Devant le palais de justice, les journalistes attendent des informations. Étonnamment, c'est le juge d'instruction en personne qui se présente immédiatement devant les caméras pour commenter l'inculpation de Bernard Laroche. Isabelle Bechler a couvert l'affaire pour Antenne 2. C'est elle qui interpelle en premier le magistrat. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Des résultats partiels. Ce témoignage est celui de Muriel? Exact. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Ah, ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. C'est le secret d'instruction. Il avait beau se draper dans le secret de l'instruction, quand on lui posait des questions qui, selon lui, relevaient du secret de l'instruction, il y répondait néanmoins. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Et Sébastien, son fils aussi? Oui. C'est lui qui a servi d'appât? Pas vraiment, pas vraiment. Cela semble incroyable, mais c'est le juge lui-même qui révèle le contenu des déclarations de Muriel Boll. Ce que l'adolescente avait réussi à cacher à sa propre famille pendant le week-end, le magistrat le livre à la France entière. Les parents de Muriel Boll et sa sœur Marie-Ange Laroche découvrent ce soir-là à la télévision que c'est à cause de Muriel que Bernard Laroche a été inculpé, puis incarcéré. Il semblerait, d'après le dossier, que Muriel soit sévèrement corrigée physiquement par sa famille. Et moi, le menuisier m'a dit, moi je l'ai entendu hurler. Elle a pris une tabassée par son, comme il a dit, par le père Boll. Et ils l'ont mis dans une grange. Il dit, je l'ai entendu crier dans la grange. Le mardi, la mère de Muriel emmène sa fille chez le juge d'instruction. Elle est accompagnée par tout le clan Boll, par toute la famille qui l'escorte comme des gardes du corps et puis qui empêche les journalistes de faire des photos. La mère m'a donné des coups de sac dans la figure parce que je m'approchais trop près. Laissez-moi, bordel! Quelques instants plus tard, dans le bureau du juge, l'adolescente se rétracte. Le lendemain, les journalistes font le siège de la maison des Boll, à l'Aveline de Vambruyère. La famille les accueille le fusil à la main. Et puis, à notre grande surprise, quelqu'un nous a ailés en nous faisant approcher. Venez, venez, après tout, elle a quelque chose à vous dire, la Muriel. Et c'est là qu'elle est sortie et qu'on l'a interviewée sur le pas de sa porte, devant la maison familiale. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Je connais pas l'éponge ni l'eau sel. Pour justifier ce revirement, Muriel a une explication toute simple. Les gendarmes lui auraient extorqué ses aveux. Ils ont dit qu'ils me placeraient dans une maison de correction. Après, il y a un gendarme qui a levé la voix et puis j'ai eu peur.
En moins de 3 semaines, les investigations menées par les gendarmes ont conduit à la mise en examen de Bernard Laroche pour assassinat, à son inculpation, comme on disait à l'époque. L'enquête a donc été rapide, mais tout s'est compliqué avec les révélations faites à la presse par le juge d'instruction. Oui, la mise en examen de Bernard Laroche repose essentiellement sur le témoignage de Muriel Boll. Témoignage qu'elle réitère à 3 reprises, 3 jours différents. Une première fois le vendredi chez les gendarmes, une deuxième fois le samedi encore chez les gendarmes et une troisième fois le lundi dans le cabinet du juge d'instruction. La conférence de presse improvisée et extravagante du juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, entraîne les rétractations de Muriel Boll. Alors évidemment, ces rétractations ont considérablement fragilisé la mise en examen de Bernard Laroche. Mais alors comment expliquez-vous que le juge Lambert ait fait de telles déclarations ? Il n'y a aucune explication, ni rationnelle, ni juridique. Il s'agit du comportement d'un homme qui se laisse attirer par les médias, qui veut expliquer son action, qui veut expliquer ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait complètement inconcevable. Le juge d'instruction se tait, il ne parle pas, c'est le premier à être tenu au secret de l'instruction. Il ne parle pas publiquement. Il ne parle pas publiquement. Celui qui est mandaté pour le faire, mandaté par les textes, c'est le procureur de la République qui doit concilier le besoin de communication, le besoin d'information et le secret de l'instruction. Alors malgré les rétractations de Muriel Boll, certains témoignages ont confirmé ses premières déclarations. Je pense notamment au chauffeur du car de ramassage scolaire qui dit ne pas l'avoir vu le jour du crime. Il y a également 3 camarades de classe de Muriel Boll qui déclarent que la jeune fille n'était pas comme à son habitude dans le car cet après-midi-là. Oui, mais Arnaud, ces témoignages ne suffisent pas. Ce n'est pas parce qu'elle n'était pas dans le car de ramassage scolaire qu'elle se trouvait dans la voiture de Bernard Laroche. Et personne ne vient témoigner de sa présence dans ce véhicule ce 16 octobre 84 entre 17h et 17h30. Il faut préciser, Jean-Marc, que le jeune Sébastien Laroche, qui selon les premières déclarations de Muriel Boll était dans la voiture avec son père au moment des faits, n'a pas été entendu. Les rétractations de la jeune fille ne vont pas totalement effacer les soupçons qui pèsent contre Bernard Laroche. Ce dernier continue pourtant de crier son innocence du fond de sa cellule de la prison Charles III de Nancy. En ce début du mois de novembre 1984, l'affaire Grégory est un feuilleton qui semble proche du dénouement. Les éléments à charge contre Bernard Laroche s'additionnent dans les journaux. La presse titre à l'époque « Les experts en écriture désignent Bernard Laroche comme le corbeau ». Lorsque je rencontre le juge Lambert, je dis « Est-ce que je peux voir le dossier? Est-ce que je peux voir les expertises d'écriture ?» « Ah, mais les expertises d'écriture, il n'y en a pas. » Je dis « Mais pourquoi la presse dit « Ah non, non, non. » Mais je lui dis « Est-ce que je peux voir le rapport d'autopsie ?»« Ah ben, on ne l'a pas. » En réalité, les experts ont confié leurs conclusions aux magistrats, mais ils n'ont toujours pas rendu leur rapport officiel. Les avocats de Bernard Laroche vont étudier méticuleusement la procédure et dénoncer un vice de forme dans la désignation des experts en écriture. La chambre d'accusation de Nancy a annulé la désignation de ces 2 experts, puisque ces 2 experts avaient été désignés par les gendarmes et non pas par le juge. C'est pas neutre. Les règles de procédure sont les sœurs jumelles de la liberté. Ce papier, que le juge d'instruction a oublié de signer, c'est une aubaine pour les avocats de Bernard Laroche. Les rapports des experts qui incriminent leurs clients ne pourront donc jamais être pris en compte. Les principaux éléments à charge contre Bernard Laroche disparaissent. Pour autant, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nancy refuse sa demande de remise en liberté. Mais avec l'annulation des expertises en écriture, le dossier est vide. Quand on a vu la manière dont les avocats de Bernard Laroche faisaient tomber l'instruction comme un château de cartes, c'était assez effrayant quand même. C'est une erreur de base, mais l'attention du juge d'instruction est ailleurs. À 33 ans, Jean-Michel Lambert est un jeune magistrat qui rêve de devenir un écrivain célèbre. La présence des médias à Épinal accapare toute son attention. Eh bien, dans ce dossier, nous voyons un juge d'instruction qui se précipite comme un petit gamin au-devant des journalistes. Qui est aveuglé par les flashs. Qui meurt d'envie qu'on parle de lui, qui a un ego absolument hypertrophié. Qui m'a avoué un jour, cette affaire, c'est la chance de ma vie. Si ça n'avait pas eu des conséquences aussi terribles, on pourrait en sourire. Le dilettantisme et les rêves de gloire du magistrat vont altérer l'instruction. Mais pour l'heure, le magistrat surnommé par les journalistes le petit juge doit partager la scène médiatique avec les avocats qui lui volent vite la vedette. Les Villemain se sont constitués partie civile le 27 octobre sur les conseils d'un journaliste d'Europe 1.
Le journaliste leur a même conseillé d'engager maître Henri-René Garot, un ténor du barreau parisien, connu pour ses prises de position sulfureuses en faveur de la peine de mort. On est en 1984. On était juste après l'abolition de la peine de mort, il ne faut pas oublier. On fait de l'archéologie judiciaire. À l'époque, la peine capitale est toujours un sujet brûlant qui divise la France. L'assassinat de Grégory Villemain pourrait être instrumentalisé pour relancer le débat. Les avocats de Bernard Laroche contribuent eux aussi à politiser l'affaire. On avait des avocats de gauche au grand cœur, Maître Welser qui allait être plus tard candidat socialiste et qui défendait la Ligue des droits de l'homme, Maître Pron qui était un avocat de la CGT, qui était proche de l'ouvrier Laroche. À milieu de ces polémiques, les parents de Grégory, Christine et Jean-Marie Villemain doivent se battre contre leur propre famille. Côté Villemain, l'unité affichée au lendemain de la mort de Grégory a volé en éclats depuis que les soupçons pèsent sur Bernard Laroche. Donc Monique Villemain, mère de Jean-Marie et tante de Bernard Laroche, a de l'affection, c'est légitime, pour son neveu. Et lorsque son neveu Bernard sera inculpé, Monique ne pourra pas admettre l'idée de l'implication criminelle de son neveu Bernard, alors que Christine et Jean-Marie sont absolument convaincus de l'implication de Bernard Laroche. 2 mois après la mort de leur enfant, les parents de Grégory décident de vendre leur maison et de déménager. C'est dans cette maison presque vide qu'ils accueillent la caméra d'Isabelle Bechler. C'est la première fois qu'ils acceptent de s'exprimer un petit peu après la douleur, quoi, disons. Inculper Laroche, ça ne nous suffit pas, nous on veut savoir pourquoi. Ou pour qui il a fait ça. Et si c'était pas Bernard Laroche? C'est lui. Jean-Marie, vous avez repris le travail, Christine, non? Vous êtes en train de vendre cette maison, vous avez vécu. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir? Très mal. On dit bien qu'on est jeune, qu'il faut repartir à zéro. C'est difficile. On essaiera de toute façon. Pour fuir le tapage médiatique, Christine et Jean-Marie Villemain s'installent à Bruyères, dans le HLM de la mère de Christine, au mois de décembre 1984. Alors que la France entière parle de l'assassinat de leur fils, le vide se fait autour d'eux. Ils ont vendu leur maison, ils sont brouillés avec la famille de Jean-Marie, et leur avocat parisien est trop loin pour être un véritable soutien. Il n'y a plus que les journalistes qui leur tournent autour. Les avocats de Bernard Laroche mènent un combat médiatique sans précédent. En janvier 1985, le cousin de Jean-Marie Villemain est toujours incarcéré, mais l'instruction ne progresse plus. L'annulation d'une partie de la procédure qui avait mené à l'inculpation de Bernard Laroche plonge le magistrat instructeur dans la tourmente. L'enquête est au point mort, les gendarmes sont peu à peu marginalisés. L'affaire Villemain prend alors une toute autre direction. Nous continuions à être saisis, donc officiellement enquêteurs, mais on nous interdisait d'enquêter. Le juge Lambert ne voulait plus qu'on recherche des éléments à l'encontre notamment de Bernard Laroche. Et deuxièmement, on faisait l'objet de graves accusations, puisqu'il y avait même des plaintes contre nous pour faux, usage de faux, subornation de témoins, violation du secret d'instruction, pour discréditer notre travail. Ces accusations contre les gendarmes sont portées par les avocats de Bernard Laroche. En cause, la garde à vue de Muriel Boll. En remettant en question l'honnêteté des enquêteurs avec l'adolescente, les avocats de Laroche sèment le doute dans l'opinion, ce qui paralyse le juge. Le résultat, c'est que pendant tous ces mois, toutes ces semaines où Bernard Laroche sera mis en détention, aucune vérification ne sera faite contre lui. Et il est resté pendant 3 mois en prison, en ayant été entendu une seule fois par le juge Lambert pour une audition qui fait à peine une page. Au mois de février, Jean-Michel Lambert accède à la 3e demande de remise en liberté déposée par les avocats de Bernard Laroche. Le magistrat instructeur prend cette décision contre l'avis du ministère public. Le 4 février 1985, Bernard Laroche est libéré, mais il reste inculpé de l'assassinat de Grégory Villemain. Dehors, sa femme Marie-Ange l'attend. J'étais contente.
J'étais contente parce que je me suis dit, enfin, ils ont quand même vu qu'ils avaient fait une énorme erreur, quoi, je veux dire. Mais après, j'étais contente qu'ils soient dehors, mais au fond de moi-même, j'étais pas tranquille, quoi. Les avocats de Bernard Laroche organisent une véritable campagne de réhabilitation médiatique. On y brosse le portrait d'un parfait innocent, un ouvrier courageux, apprécié de son patron, un mari aimant et un père de famille attendrissant. Le coupable qui avait été fabriqué, il fallait qu'à l'image, il paraisse comme étant quelqu'un qu'il était, un citoyen, qui n'était pas le monstre qu'on avait présenté. Pour les Villemain, c'est le choc. Les reportages sur le retour de Bernard Laroche auprès des siens, son fils dans les bras, ne font qu'accroître leur désarroi. Cette mise en scène, ces images qui sont finalement fabriquées, eh bien, ça fait mal à Christine et Jean-Marie. Ils ont un sentiment d'abandon. L'institution judiciaire les a lâchés, le juge les a lâchés. Parallèlement, des rumeurs circulent sur le résultat des nouvelles expertises en écriture. Des journalistes bien renseignés distillent des bribes d'informations. Le corbeau ne serait pas Bernard Laroche. Ce serait une femme. Le nom de Christine Villemain commence à circuler. Petit à petit, les allusions sur une possible culpabilité de la mère de Grégory deviennent de plus en plus insistantes. C'est alors que les gendarmes sont officiellement dessaisis de l'affaire. Le 20 février 1985, soit près de 4 mois après le drame, l'enquête est confiée au SRPJ de Nancy. C'est dorénavant le commissaire Corazzi qui dirige les investigations. Les policiers sont rentrés dans cette affaire en prenant systématiquement à contre-pied tout ce que nous avons fait. En coulisses, une véritable machination se met en place contre Christine Villemain. Les avocats de Bernard Laroche semblent prêts à tout pour détourner les soupçons qui pèsent sur leurs clients. Donc toute la stratégie de Maître Welser, toute sa stratégie de défense consiste à attaquer Christine Villemain. Avec un cabinet installé à Épinal, à 50 mètres du palais de justice, Gérard Welser compte le juge Lambert parmi ses fréquentations. Ce qui est choquant, c'est que cet avocat semble finalement devenir peu ou prou une espèce de directeur de conscience de Jean-Michel Lambert. Celui qui va finalement lui dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. De son côté, le commissaire Corazzi médiatise ses idées grâce à un ami journaliste très influent. Jean-Michel Bézina, le journaliste de RTL, était le même qui écrivait sous le nom de Jean-Michel Gendron dans François, de Jean-Marc Lery dans le Figaro, qui pilotait l'agence centrale de presse de Metz, bref, qui couvrait énormément de médias français à lui tout seul et donnait l'impression d'un écho très très grand. Et il a cherché à convaincre tous ses collègues journalistes que Christine Villemain était bien l'auteur de ce meurtre. Deux clans se forment dans la presse. D'un côté, ceux qui accusent Christine Villemain, et de l'autre, ceux qui résistent à la rumeur. Mais le fantasme de la mère infanticide et machiavélique est bien plus fédérateur. La quasi-totalité de la presse accuse Christine Villemain. Il n'y a pas les pro-Laroche, il y a ceux qui vendent du papier avec la culpabilité de la mère. Parce que c'est ça, en fait. C'est ce qui est le plus choquant, c'est ce qui est le plus contre nature, c'est ce qui se vend le mieux. Maître Moser se souvient avec émotion d'une de ses conversations avec le journaliste, orchestrant la diffusion des rumeurs, accablant sa cliente. Je dirais un jour à Bézina, mais enfin comment pouvez-vous là mener une campagne de presse odieuse et absolument intolérable contre la maman d'un enfant assassiné? Réponse de Bézina. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pendant combien de temps ce gamin me fera gagner du fric. Je vous certifie, sur mon honneur, la réalité de ces propos. Au mois de février 1985, un journaliste du Parisien découvre que Christine Villemain est enceinte. L'annonce de cette grossesse enflamme les passions. Certains n'hésitent pas à dire que cet enfant, conçu 2 mois après la mort de Grégory, aurait été voulu pour détourner les soupçons de la justice. Christine Villemain doit faire face aux calomnies. La presse lui prête même des amants. Les journalistes remettent en cause sa version des faits. Certains écrivent qu'elle aurait tout à fait eu le temps de tuer son enfant en rentrant de chez la nourrice, avant d'aller à 17h20 demander à ses voisins s'ils n'avaient pas vu Grégory.
les rumeurs sont toujours après moi et puis que, de toute façon, j'ai rien à me reprocher. Vous avez le sentiment d'avoir été sali? Oui, puis pas qu'un peu. Oui. Jusqu'à aller dire qu'on a refait un enfant pour se protéger. La loi de là, on demande même à être entendu sans avocat. On n'a rien à cacher. En février-mars 1985, Jean-Marie Villemain était vraiment livré à lui-même. C'était terrible de voir ce jeune-là confronté à un drame aussi fort, voyant sa femme, soupçonnée de la mort de leur enfant, alors que lui, il n'a jamais eu le moindre doute à son égard. Hein. Ils sont un couple, ils sont une solidarité. On n'arrive pas à mettre un coin entre Christine et Jean-Marie. Ils sont extrêmement unis. Les avocats de Jean-Marie et Christine Villemain ne leur ont pas transmis les procès-verbaux des dépositions de Muriel Boll et de Bernard Laroche. Les parents de Grégory ne connaissent donc l'enquête que par les indiscrétions des journalistes avec lesquels ils ont tissé des liens. À la fin du mois de février 1985, ils contactent Jean Kerr. Ce dernier a réussi à obtenir le procès-verbal de l'audition de Muriel Boll. Audition dont il a enregistré le texte sur une cassette. Moi, je me suis dit, ils sont partie civile, c'est les parents de Grégory, je ne vais pas me dégonfler et je vais leur faire écouter des PV que j'ai enregistrés. Et alors, je suis arrivé à 17h, ils m'ont payé un café, on a parlé, et il m'a dit maintenant, Jean, fais-nous écouter les cassettes. Christine et Jean-Marie Villemain comprennent que Muriel, qui ne connaissait pas leur maison et qui n'avait jamais rencontré Grégory, a décrit en détail aux gendarmes le trajet en voiture, l'arrivée à l'Épange et la route qui monte. La jeune fille a ajouté « Bernard est sorti de la voiture et il est revenu en tenant un gamin par la main. » Ils ont l'impression à ce moment-là de revivre, de voir la scène. Ils ont l'impression de voir Bernard Laroche enlever leur petit Grégory et puis lui faire du mal. Et Christine avait une chaîne en or avec un petit cœur. Et à l'intérieur du cœur, elle m'avait montré, il y avait le visage de Grégory à l'intérieur. Elle l'a pris comme un pendule, et au fur et à mesure qu'elle écoutait la bande, elle faisait ça comme ça. Et d'un seul coup, elle m'a dit, il l'emmenait à la douce. Ah. À la douce, c'est-à-dire tout en douceur. Pour enlever l'enfant, Bernard Laroche, qui connaissait Grégory, n'aurait pas eu besoin d'employer la force. L'enfant l'aurait suivi confiant, tout simplement. Cette scène est insupportable pour Jean-Marie Villemain. Et d'un seul coup, il m'a dit, regarde, je vais te montrer quelque chose. Il a été dans la petite chambre d'à côté, il est revenu, j'ai eu que le temps de me retourner, il m'a tendu quelque chose, j'ai tendu les bras, c'était un fusil à pompe. C'était un homme tellement blessé qu'il avait tendance à prendre le flingue avant de se poser, de réfléchir calmement au dossier. Il ne fallait pas jouer avec Jean-Marie Villemain là-dessus. On savait que c'était dangereux, tout le monde le savait. Ce jeune homme de 26 ans n'a plus qu'une seule obsession, venger son fils unique. Il en parle à tous ceux qu'il croise. On avait téléphoné pour me prévenir que Villemain surveillait près du château d'eau, donc près de notre maison, et qu'il y avait une couverture sur le siège arrière et qui laissait supposer que c'était un fusil. Donc j'avais téléphoné à la gendarmerie, forcément c'était Bruyères. Le gendarme m'a répondu, on ne peut rien faire. Donc après j'ai appelé mon avocat, Maître Belzer, je lui ai expliqué ce qui se passait. Le lendemain matin, il a déposé une note sur le bureau du procureur d'Épinal. Et puis le procureur d'Épinal n'a rien voulu faire. Le 24 mars, alors qu'ils rentrent de week-end en voiture, Jean-Marie et Christine Villemain apprennent à la radio que les dernières expertises en écriture désigneraient Christine. Ce serait elle le corbeau. Sous le choc, la jeune femme fait une hémorragie et manque de perdre l'enfant qu'elle porte. Elle est immédiatement hospitalisée. Seul, le 29 mars, Jean-Marie Villemain prend la route d'Aumonzé, en direction de chez Bernard Laroche. Au départ, déjà, il a sauté le talus, donc forcément, on s'est retourné. C'est là que je l'ai vu avec un fusil. Et il s'est mis à hurler, c'est de ta faute, ils sont tous sur Christine, qu'il a dit à Bernard. Et Bernard lui a répondu, non, j'y peux rien, je te comprends, je te le jure, Jean-Marie, mais c'est pas moi qui a pris ton gosse.
Moi, j'ai essayé de parler. Mon frère qui était en haut avec Sébastien a descendu, s'était mis devant nous et Vilma lui a dit « Tire-toi, je t'en mets une aussi ». Bernard a dit à mon frère de reprendre Sébastien parce que Sébastien était descendu derrière. Et puis, j'ai même pas entendu le coup de fusil. J'ai juste vu Bernard mettre ses mains à la poitrine, tomber à l'arrière. Bernard Laroche décède quelques instants plus tard dans les bras de son épouse Marie-Ange, qui vient d'apprendre qu'elle attend un enfant. Jean-Marie Villemain s'enfuit vers Épinal. Il rejoint la clinique de la Roseraie où sa femme est hospitalisée, lui avoue son meurtre, puis part se constituer prisonnier. Christine Villemain est alors plongée dans un désespoir absolu. Hospitalisée, enceinte d'un enfant qui naîtra en l'absence de son père et plus que jamais soupçonnée d'avoir tué son fils, elle ne peut maintenant compter que sur le soutien de sa mère et de sa sœur. Pendant ce temps-là, le juge Lambert poursuit son instruction et se penche tout particulièrement sur des témoignages de collègues de Christine Villemain. Ces femmes disent avoir vu la mère de Grégory poster une lettre à l'Épanche-sur-Vologne le jour du meurtre vers 17h. Elles se contrediront, se rétracteront, modifieront leurs propos, mais rien n'y fait. Le juge Lambert croit tenir la preuve que Christine Villemain a posté la lettre de revendication du crime. Jean-Marie Villemain est immédiatement incarcéré pour le meurtre de Bernard Laroche. Il ne réalise pas encore qu'en voulant venger son fils, c'est sa femme qui l'a condamné. Il va éteindre l'action de la justice contre Bernard Laroche, sans doute se rendre compte qu'il déplace forcément le soupçon sur son épouse, puisque la justice ne veut plus rien chercher du côté de Bernard Laroche. À partir du mois d'avril 1985, Christine Villemain se retrouve seule face à la presse qui l'accuse ouvertement du meurtre de son fils. Pourtant, l'absence de mobile et d'éléments à charge empêche l'officialisation judiciaire. Mi-avril, les enquêteurs du SRPJ de Nancy se lancent à la recherche de preuves. Ils décident de retourner dans la maison que les Villemain ont quittée depuis 5 mois. Les policiers font une perquisition dans le chalet. Et cette perquisition de l'APJ se déroule donc en l'absence des époux Villemain. Et puis, subitement, eh bien, les policiers vont trouver des cordelettes. Et ces cordelettes eh bien, sont soumises à expertise. Les journaux annoncent déjà l'inculpation de Christine Villemain. Le juge est sous pression. Début juillet, les nouveaux experts en écriture rendent officiellement leur rapport au magistrat instructeur. Pour eux, Christine Villemain est le corbeau. Les conclusions des experts textiles parviennent eux aussi à Jean-Michel Lambert. Elles affirment que les cordelettes saisies chez les Villemain correspondent bien à celles qui entravaient le corps de Grégory. Fort de ces nouveaux éléments, le juge d'instruction convoque Christine Villemain le 5 juillet 1985. Nous entrons, Henri Garot, Christine Villemain et moi, dans le bureau de Lambert. Lambert est assis à son bureau. Il regarde ses chaussures, il ne lève pas les yeux. Et Christine s'assied, Garot et moi l'encadrons. Et à ce moment-là, Lambert tient ses propos absolument consternants. Je crève l'abcès, je lève l'hypothèque, je me lance, je vous inculpe. Christine hurle, elle hurle. Elle dit à Lambert, vous êtes fou, vous êtes un malade. Il regarde toujours ses chaussures. Il ne la regarde pas dans les yeux. Ce jour-là, Christine Villemain est placée en détention. Marie-Christine Chastan-Morand est l'un des avocats des Villemain depuis le début de l'affaire. Elle n'oubliera pas ce mois de juillet 1985 où ses clients étaient incarcérés en même temps. Lui était à Nancy, elle était à Metz. Et lorsque nous allions voir Jean-Marie, la première chose qu'il disait, c'était « Comment va Christine ?» Et quand on allait voir Christine, la première chose qu'elle disait « Comment va Jean-Marie ?» Le juge Lambert veut profiter de l'incarcération de la jeune femme pour étoffer son dossier.
Près de 11 experts psychiatres vont se pencher sur la personnalité de Christine Villemain. Comme il n'y avait pas le moindre mobile, et il n'y a jamais de crime sans mobile, à ce moment-là, on recherchait éventuellement dans les sciences de psychiatrie par des expertises, si des expertises psychiatriques ou médico-psychologiques ne pouvaient pas pallier l'absence cruelle de tout mobile. À l'extérieur de la maison d'arrêt, ses avocats se battent pour qu'elle recouvre sa liberté. Elle a été inculpée, puisque tel était le terme, mise en détention le 5 juillet. Elle a immédiatement entrepris une grève de la faim lorsqu'elle a été incarcérée à la maison de Mesqueleu. Nous sommes allés plaider devant la chambre d'accusation à Nancy. Et le 16 juillet, c'est-à-dire 11 jours plus tard, elle était mise en liberté. Libre, Christine Villemain reste pourtant inculpée du meurtre de son fils. Près d'1 an et demi plus tard, le juge Lambert estime avoir terminé son instruction. Le 9 décembre 1986, il ordonne le renvoi de la jeune femme devant une cour d'assises. Christine Villemain comprend alors que, sauf coup de théâtre, elle sera jugée pour le meurtre de son fils. Elle ne croit plus à rien. La justice pour elle, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune signification. Et quelques jours après, elle fait une tentative de suicide. Christine Villemain a tenté de mettre fin à son cauchemar en avalant des médicaments. Elle a laissé une lettre chez elle destinée à son avocat, Maître Moser, dans laquelle elle écrit ceci. « Je ne peux plus supporter cette horrible accusation, je suis innocente. Grégory était tout pour moi. La justice veut me séparer de l'homme que j'aime et plutôt que de vivre en prison, séparée de mon fils Julien et de Jean-Marie, je choisis de les quitter moi-même et de me retrouver près de Grégory. Personne ne pourra me séparer de mon petit homme. Pardonnez-moi. » Oui, c'est le geste d'une jeune femme qui est à bout. La naissance de son second enfant, Julien, 3 mois plus tôt, a eu lieu dans des conditions terribles. Jean-Marie est alors incarcéré à la maison d'arrêt de Saverne. L'étau judiciaire se referme sur elle. Elle assiste impuissante depuis plusieurs mois à sa propre mise en accusation. Les premiers éléments sur lesquels s'appuie le juge Lambert sont les nouvelles expertises en écriture qui désignent Christine Villemain comme étant le corbeau. Mais comment peut-on expliquer que leurs conclusions soient aussi différentes de celles qui désignaient Bernard Laroche ? Je sais par expérience que les experts sont faillibles et que leurs expertises peuvent se contredire. Quand une enquête est basée uniquement sur une expertise, en général, on va droit à la catastrophe, et là, c'est le cas. D'autant qu'à cette époque, les experts en écriture étaient des autodidactes. Ce n'est que depuis 1994 qu'il existe une formation diplômante et reconnue par l'État pour l'expertise en écriture. Le deuxième élément à charge contre Christine Villemain, c'est la découverte de cordelettes semblables à celles qui entravaient le corps de Grégory, découverte faite par les policiers du SRPJ de Nancy dans la maison des Villemain. Là, Jean-Marc, il s'agit bien d'une preuve matérielle. Oui, mais il ne faut pas oublier que cette maison était inoccupée depuis 4 mois et que les gendarmes, dès le début de cette affaire, l'avaient perquisitionnée de fond en comble et n'avaient absolument rien trouvé. Il se peut tout à fait que quelqu'un de malveillant, quelqu'un qui ait voulu nuire à Christine Villemain, y ait déposé ses cordelettes. Certains journalistes ont même émis l'hypothèse que c'était les policiers du SRPJ de Nancy eux-mêmes qui avaient placé là les cordelettes. Moi, Arnaud, je ne peux pas y croire, quitte à passer pour un naïf. Si Christine Villemain est renvoyée devant la cour d'assises des Vosges en décembre 1986, c'est aussi parce que la pression médiatique a aveuglé le juge Lambert. Le journal Libération a même été jusqu'à publier un texte délirant de la célèbre romancière Marguerite Duras, accusant ouvertement Christine Villemain et encensant la mère infanticide avec ces fameux mots « sublime, forcément sublime, Christine V ». Alors là, on atteint des sommets dans la violation de la présomption d'innocence. Qu'une romancière, tout aussi talentueuse qu'elle soit, se mêle d'une instruction en cours, là, on sort totalement de la réalité, on bascule dans la fiction la plus totale et tous les scénarios sont envisageables. À la suite du renvoi de Christine Villemain devant la cour d'assises, ses avocats saisissent la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, en demandant l'annulation de ce renvoi. Et ils obtiennent gain de cause en mars 1987. C'est un tournant évidemment décisif. Le dossier est renvoyé à Dijon. C'est ce qu'on appelle un dépaysement.
c'est-à-dire qu'on le transfère d'un tribunal à un autre. Les magistrats ont estimé qu'il fallait extraire ce dossier du climat hystérique dans lequel il était instruit, l'éloigner de la pression médiatique. À l'abri des passions que charrie la Vologne, les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon découvrent la procédure du juge Lambert, truffée de contradictions, et ordonnent un supplément d'information. L'instruction repart à zéro et fait sans précédent. C'est le président de la chambre d'accusation lui-même qui reprend le dossier. Il repousse pour cela son départ à la retraite. À 64 ans, Maurice Simon est un haut magistrat chevronné, un homme exigeant et rigoureux, aux antipodes du juge Lambert. C'est ce que mesure immédiatement Christine Villemain lors de leur première rencontre. Maître Moser se souvient avec émotion de cette audition. Nous entrons dans ce bureau. Maurice Simon se lève. Il va au-devant de Madame Villemain. Il lui serre la main. Il dit « Bonjour Madame Villemain ». Il la regarde. Il la regarde. Elle se sent respectée. Elle se sent une femme digne. Elle s'assied et il lui dit « Madame, je n'ai aucune idée préconçue dans ce dossier. Je suis un juge d'instruction. J'ai instruit à charge et à décharge. » Au mois d'octobre 1987, Maurice Simon organise une série de reconstitutions dans la vallée de la Vologne. 3 ans après la mort du petit Grégory, il reprend point par point chaque événement de la journée du crime. Sur le terrain, les thèses retenues par le SRPJ de Nancy se révèlent fantaisistes. Au cours de ces reconstitutions, le juge Simon acquiert la certitude que le corps de Grégory n'a pas pu être jeté à l'eau derrière le passage à niveau, mais plus probablement au centre du village de Docelles. Dans ce cas, Christine Villemain n'a matériellement pas eu le temps de commettre le crime. Mais surtout, le juge Simon découvre une preuve qui lui permet d'affirmer que Christine Villemain n'a pas pu passer le coup de téléphone de revendication du crime. Michel Villemain a reçu cet appel à 17h32. C'est ce qui a été indiqué dans la procédure. Or, à 17h32, on sait très exactement où se trouve Christine Villemain. De nombreux témoignages ont déjà établi que lorsque Christine Villemain est partie à la recherche de son fils le 16 octobre, elle s'est retrouvée bloquée en voiture, derrière le bus de ramassage scolaire. Un troupeau de vaches empêchait alors la circulation. Et là, arrêt sur image, on se dit, mais les bus de ramassage scolaire ont un contrôlographe, ont un disque contrôlographe, donc on peut savoir quelle heure il était. Et il s'est avéré que le bus de ramassage scolaire dans la ferme des Clodons s'était arrêté à 17h32 et 41 secondes. Et donc, à 17h32 41 secondes, Christine Villemain se trouve bloquée devant la ferme par le troupeau de vaches. La conviction du juge Simon est alors faite. Christine Villemain n'a pas pu commettre le crime. Elle n'a pas non plus téléphoné pour revendiquer le meurtre. Mais en 1990, Maurice Simon doit quitter l'instruction après avoir fait un infarctus. Son successeur, le juge Jean-Paul Martin, s'attelle avec la même rigueur à la recherche de la vérité. C'est une audience qui n'est pas publique. Tout ce qui humainement pouvait être fait l'a été, par M. Simon d'abord et par M. Martin ensuite. Ils ont évacué et écarté, preuve à l'appui, toutes les charges qui avaient été amoncelées contre elle par le juge Lambert et le commissaire Corazzi. Et ça a permis de démontrer de façon éclatante l'innocence totale de Christine Villemain et le fait qu'il y avait eu, en la poursuivant, une erreur judiciaire. Le 3 février 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon rend un arrêt de non-lieu en faveur de Christine Villemain. Les 25 charges recensées par le SRPJ de Nancy et reprises par le juge Lambert y sont démontées une à une. Les conditions douteuses de la perquisition lors de laquelle les cordelettes ont été retrouvées rendent cette preuve matérielle irrecevable. C'est un arrêt de non-lieu exceptionnel qui réhabilite totalement Christine Villemain. Ça n'est pas un arrêt
pour absence de charge suffisante, comme le dit le texte de loi, là, le non-lieu est rendu pour absence de charge, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune charge contre Christine Villemin. Ce qui veut dire en clair que la Cour estime que l'innocence de Christine ne se peut discuter un seul instant, qu'elle est évidente comme le nez au milieu de la figure. Avec l'arrêt de non-lieu du 3 février 1993, l'information sur le meurtre de Grégory est close. Le crime n'est toujours pas élucidé, mais l'innocence de Christine Villemin est définitivement reconnue. Le couple Villemin doit maintenant se préparer à affronter le procès de Jean-Marie. 8 ans après avoir tué Bernard Laroche, le père de Grégory va devoir comparaître devant la cour d'assises de Dijon. Ses avocats avaient obtenu que ce procès n'intervienne pas avant la clôture de l'instruction sur le meurtre de son fils. Jean-Marie Villemin est libre depuis le 24 décembre 1987. Il vit depuis sous contrôle judiciaire. À quelle peine va-t-il être condamné pour avoir assassiné Bernard Laroche? Le jury lui reconnaîtra-t-il des circonstances atténuantes? Dans cet espoir, ses avocats ont demandé que le procès qui s'ouvre le 3 novembre 1993 permette de retracer toute l'instruction sur le meurtre de Grégory. Le meurtre de Grégory tient la France en haleine depuis 9 ans. Devant la cour d'assises de Dijon, les caméras traquent les visages familiers des protagonistes de l'affaire. À la veille de l'ouverture de son procès, Jean-Marie Villemin s'est constitué prisonnier, comme le prévoyait à l'époque la loi. Les débats s'ouvrent avec l'interrogatoire de l'accusé. Jean-Marie Villemin raconte sa vie avant la mort de son enfant. Il fait revivre la mémoire de celui que tout le monde semblait avoir oublié. Son récit a été tout à fait poignant. Et il a fait participer aux derniers instants de son enfant. Et il a rappelé ce moment où Grégory était monté dans sa voiture et où il avait un petit chapeau de cow-boy. Je me souviens de ce détail où il parle du petit chapeau de cow-boy de Grégory et où Grégory lui fait un signe. Et je vois encore ce signe où il lui fait au revoir. C'était la dernière fois que Jean-Marie Villemin voyait son fils. Debout dans le box, il se tenait au montant vitré du box des accusés et il a raconté la mort de son enfant, mais c'était un moment de douleur absolue. Le père effondré raconte que ce 16 octobre 1984, en serrant le cadavre de son fils dans ses bras, il a juré de tuer son assassin. Le président de la cour d'assises l'interroge. « Vous n'avez jamais eu le moindre doute sur la culpabilité de Bernard Laroche ?»« Non, jamais », répond Jean-Marie Villemin. Tous les regards convergent vers un seul témoin. Muriel Boll était un témoin attendu avec une impatience démesurée. Et on avait le sentiment que Muriel Boll, soumise à un feu roulant de questions, pourrait peut-être, dans le cadre du débat oral de la cour d'assises, pourrait peut-être livrer des éléments de vérité. On a été naïfs. Les proches de Muriel ne l'ont pas lâchée d'une semelle. Elle était encadrée, elle était contrôlée pour qu'il n'y ait pas de sa part de dérapage verbal. La défense est également convaincue que Marie-Ange Laroche connaît elle aussi la vérité sur l'assassinat de Grégory Villemin. Je vous jure que c'est faux, je ne sais rien. Je ne sais rien. Et je crierai encore haut et fort jusqu'à ma mort s'il le faut, parce que je ne sais rien du tout. Les débats contradictoires devant la cour d'assises ne permettent pas de faire jaillir la vérité sur la mort de Grégory. Reste l'enjeu premier du procès. Juger Jean-Marie Villemin pour l'assassinat de Bernard Laroche. Se pose alors la question de la responsabilité des institutions judiciaires dans ce crime. Le juge Jean-Michel Lambert doit s'expliquer sur sa gestion calamiteuse de l'instruction. Jean-Michel Lambert a été engueulé par le président de la cour d'assises, par l'avocat général Cohn, par les avocats de la famille Laroche
et par mes confrères avocats et moi-même, avocats de Jean-Marie. Pour une fois, il y avait une belle unanimité dans les intervenants. Et puis à un moment donné, il a même eu le toupet de nous dire « je n'ai pas à me justifier », alors qu'il était cité comme témoin devant une cour d'assises. Après 6 semaines de débats éprouvants, le procès prend fin le 16 décembre 1993. Et c'est à la fin que le président il lui a dit à Jean-Marie Villemain, Monsieur Villemain, avez-vous quelque chose à dire à Madame Laroche? Villemain a répondu, je suis sûr que Marie-Ange, je crois, sait quelque chose, quoi. J'ai regardé Villemain derrière sa vitre et je lui ai répondu, toi tu crois ce que tu veux. C'est tout. Ça a été clôturé là-dessus. Le jury condamne Jean-Marie Villemain à 5 ans de réclusion, dont 1 an avec sursis. La défense avait plaidé l'acquittement et l'avocat général avait requis une peine de 10 ans d'emprisonnement. Avec le jeu des remises de peine automatiques, Jean-Marie Villemain est libéré 10 jours après la fin de son procès. Il a passé 2 ans et 9 mois en détention. C'était aberrant, c'était honteux. Il n'aurait pas été condamné du tout, ça aurait été exactement pareil. Hein. Parce que franchement, il a quand même tué un homme de sang-froid, quoi. Et il n'était pas plus sûr que ça, que c'était lui, hein, le coupable. Hein. Alors, il a quand même pas beaucoup payé. Le lendemain du verdict, Jean-Marie Villemain a été condamné au civil à verser 865 000 francs, soit près de 132 000 € de dommages et intérêts à Marie-Ange Laroche et à ses 2 fils. Les juges l'ont également condamné à indemniser les autres parties civiles, à hauteur de 24 000 francs, soit près de 3 600 € à Lucien Boll, le frère de Marie-Ange Laroche, qui a assisté au meurtre, et de 19 000 francs, soit près de 3 000 € à Muriel Boll. Le procès de Dijon a réuni tous les protagonistes de l'affaire. Près de 10 ans après les faits, les familles Villemain, Laroche et Boll se sont retrouvées. Les témoins ont été convoqués. Les haines et les accusations se sont une nouvelle fois exprimées, mais chacun est resté campé sur ses positions. Était-il, selon vous, illusoire d'espérer, comme les avocats de Jean-Marie Villemain, que la vérité éclate devant la cour d'assises ? Non, il fallait essayer. Le procès public peut être un révélateur, un déclencheur. Et puis la théâtralisation, la solennité de la cour d'assises, la dramatisation de ces débats publics peut libérer la parole des témoins ou la parole des accusés. Bon, là, ça s'est pas produit. Si aujourd'hui l'affaire Villemain continue à passionner, c'est parce que c'est une vraie tragédie au sens classique du terme. C'est aussi parce que 30 ans après, elle reste non élucidée. Et puis surtout, c'est parce qu'on a le sentiment que certains détiennent la vérité et continuent à la taire. Pendant le procès, le juge Jean-Michel Lambert a été malmené. À aucun moment, il n'a reconnu avoir commis des erreurs. Nous lui avons demandé de participer à notre émission pour s'expliquer. Après avoir accepté, il s'est finalement rétracté en nous faisant parvenir le message suivant dans lequel il invoque son devoir de réserve avant d'écrire ces mots. Le moment venu, je dirai ma vérité qui sera la vérité. Cette seule exigence donnant tout son poids à ma version des événements. Il y a eu trop de mensonges, de contre-vérités ou d'affirmations sorties de leur contexte pour que la justice ne soit pas un jour rétablie. Bien entendu, je vous autorise et je vous invite même fortement à donner publiquement connaissance de ce message. Mais de quelle vérité parle-t-il, ce juge? De la vérité concernant son instruction ou de la vérité concernant l'affaire? Moi, je crois qu'il parle de la vérité concernant son instruction. Il estime qu'il a été critiqué à tort, qu'il a été malmené. Il se victimise quelque part. Pourtant, dans cette affaire, des victimes, il y en a assez comme ça. Et puis, s'il détient la vérité concernant l'affaire, eh bien, il n'a qu'une solution. C'est se rendre immédiatement chez le procureur général près la cour d'appel de Dijon. À la fin du procès de Dijon, le président de la cour d'assises a dit aux avocats de la défense « Vous ferez part à Madame Villemain, au nom de la justice française, de nos excuses pour ce qu'elle a enduré depuis des années et de mes excuses personnelles pour ce qu'elle a vécu pendant 6 semaines. » Ces excuses sont exceptionnelles de la part d'un haut magistrat, elles sont à saluer. Elles arrivent un peu tard. Elles seront suivies de 2 mesures d'indemnisation. Une première, en 1995, donnée à Christine Villemain en raison de son incarcération. Son montant est de 410 000 francs, c'est-à-dire un peu plus de 60 000 €. Et puis en 2004, l'État français sera condamné à verser 70 000 € aux époux Villemain en raison du dysfonctionnement du service public de la justice. L'affaire Grégory Villemain a eu des répercussions sur toute la chaîne judiciaire en France. Elle a notamment permis de faire entrer l'enquête criminelle dans une nouvelle ère, celle de la police technique et scientifique.
En 1987, la gendarmerie a créé l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Ce laboratoire de pointe et ceux créés par la police nationale et d'autres instituts privés permettent désormais d'élucider de nombreuses affaires criminelles, même des années après les faits. C'est d'ailleurs vers ces laboratoires que se tournent aujourd'hui les parents de Grégory, en espérant connaître un jour le nom de l'assassin de leur fils. Suite à l'affaire Villemain, la gendarmerie nationale a mis en place des protocoles drastiques pour la gestion des scènes de crime. Gel des lieux, ratissage méticuleux du périmètre d'infraction. Les techniciens en identification criminelle sont aujourd'hui équipés pour collecter les traces et indices en évitant les pollutions extérieures. Chaque élément est ensuite placé sous scellé dans des conditions de conservation optimales. Dans des laboratoires, les premières analyses commencent toujours par les recherches ADN. À l'aide d'un révélateur chimique et d'une lumière infrarouge, les experts peuvent ensuite faire apparaître des traces digitales sans endommager le support d'origine. Mais à l'époque du meurtre de Grégory, les gendarmes et les policiers ne disposaient d'aucune infrastructure pour exploiter les scènes de crime. En 1984, la police et la gendarmerie aussi, on avait 20 ans de retard en matière de police technique et scientifique. On a fait des erreurs, on a badigeonné la lettre avec de la poudre noire pour recueillir des empreintes digitales. C'est quelque chose qui ne se faisait plus depuis 15 ans en Suisse et en Allemagne. L'instruction sur le meurtre de Grégory Villemain a aussi permis une prise de conscience des carences du système judiciaire français. Il y a eu une réflexion qui s'est instaurée suite à l'affaire Villemain. Christine et Jean-Marie, d'ailleurs, ont pu s'exprimer devant une commission au Sénat. Une commission sénatoriale qui réfléchissait au changement à introduire dans la justice et qui réfléchissait notamment à la notion de présomption d'innocence. 10 ans après l'assassinat de son enfant, Christine Villemain fait au Sénat le récit de la catastrophe judiciaire dont elle et son mari ont été victimes. L'ensemble de la presse nationale et régionale française a imaginé un grand feuilleton en réécrivant mon histoire, ma jeunesse, notre vie de couple et même celle de notre enfant que l'on disait entre autres mal aimé. Si les gendarmes n'avaient pas arrêté le premier inculpé devant les caméras, si le juge n'avait pas divulgué les charges pesant sur lui, si ses avocats n'avaient pas fait jouer la rumeur à son profit, si les médias n'avaient pas dit et écrit « c'est lui l'assassin », si on avait compris notre désespoir et sans minimiser sa responsabilité, mon mari aurait-il à assumer la mort d'un homme? Christine et Jean-Marie Villemain n'ont jamais cessé de se battre pour obtenir la vérité sur l'assassinat de Grégory. En 2000, ils obtiennent une première réouverture du dossier pour procéder à des analyses ADN sur un timbre qui aurait pu conserver la salive du corbeau. Mais ces expertises n'ont rien donné. En 2007, tenant compte des progrès fulgurants de la science en matière d'analyse génétique, les parents de Grégory sollicitent à nouveau la justice. C'est le procureur général de la Cour d'appel de Dijon, Jean-Marie Benet, qui est saisi de leur demande. J'ai reçu donc Christine et Jean-Marie Villemain au moment où ceux-ci demandaient la réouverture du dossier. J'ai reçu à 2 reprises. La première reprise, c'était pour justement leur expliquer que tout ça ne se ferait que si une faisabilité technique et scientifique était envisageable, raisonnablement. Donc on les a reçus à expliquer. Là, j'ai écouté leur motivation. Donc, et leur motivation, c'était vraiment la recherche de la vérité. Ce sont des parents qui ont perdu un enfant dans des circonstances dramatiques. Et véritablement, l'aspect humain, si vous voulez, de cet entretien était très fort parce que c'était vraiment un papa et une maman qui venaient demander justice de la mort dramatique de leur enfant. En 2008, Jean-Marie Benet ordonne la réouverture du dossier. En 2010, de nouvelles analyses sont demandées par la justice. Une recherche d'empreintes génétiques est effectuée sur les cordelettes qui entouraient le corps de Grégory. Mais aucun ADN n'est révélé. Une expertise des enregistrements des appels du corbeau est aussi demandée, sans résultat probant. En 2012, la justice répond à une nouvelle demande des parents. Les vêtements et les chaussures de Grégory sont analysés. Le 24 avril 2013, le procureur général de la Cour d'appel de Dijon annonce que des ADN partiels et un ADN complet masculin ont été isolés sur le pantalon et le pull-over de l'enfant.
Mais aujourd'hui, personne ne sait à qui appartiennent ces empreintes génétiques. Une seule chose est sûre, ce ne sont pas celles d'un des protagonistes connus de l'affaire. Thierry Moser, bonsoir. Bonsoir. Mercredi dernier, on a appris que 5 membres de la famille de Jean-Marie Villemain étaient interrogés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory. Parmi eux, Albert et Monique Villemain, les parents de Jean-Marie, en tant que simples témoins. 3 autres personnes ont également été entendues, cette fois-ci sous le régime de la garde à vue. Ginette Villemain, la belle-sœur de Jean-Marie, et Marcel et Jacqueline Jacob, l'oncle et la tante de Jean-Marie Villemain. Vendredi dernier, donc il y a à peine 2 jours, lors d'une conférence de presse, le procureur général de Dijon a annoncé que Marcel et Jacqueline Jacob étaient tous les deux mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Avez-vous été surpris par cet incroyable rebondissement ? Non. Je savais effectivement que des opérations d'ampleur se préparaient, mais bien entendu par discrétion professionnelle et pour ne pas gêner le bon déroulement des investigations, je me suis tu ce qui était mon devoir le plus élémentaire. Et je dois même vous avouer que je n'ai pas révélé tout cela à Christine et Jean-Marie, alors pourtant que je suis leur avocat depuis plus de 30 ans. Avocat et ami, on peut le dire. J'ai tissé, il est évident que ce ne sont pas, comme on dit habituellement, des clients. D'ailleurs, je déteste cette expression. Oui. Ce sont devenus des amis. Comment ont-ils réagi lorsqu'ils ont appris ce qu'il se passait ? Vous savez, c'était un moment très intense. Pourquoi ? Parce que d'un côté, ils ont exprimé beaucoup de soulagement, de satisfaction, en constatant que le travail colossal, accompli par la gendarmerie et par le magistrat, ce travail avait porté ses fruits. Mais d'un autre côté, ils ont eu la connaissance de la félonie, le comportement absolument malfaisant, la trahison, la traîtrise de certains membres de la cellule familiale. Pour Christine et Jean-Marie, c'est une souffrance complémentaire qui s'ajoute à la souffrance résultant de l'assassinat lui-même. Lors de sa conférence de presse, le procureur général de Dijon, Jean-Jacques Bosque, a également déclaré que plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime. Est-ce que ça vous a étonné ? Non. Je voulais simplement rappeler initialement donc l'arrêt de 1993 de la Cour de Dijon qui dit ceci. Il existe contre Bernard Laroche des charges très sérieuses d'avoir enlevé Grégory Villemain le 16 octobre 1984 alors qu'il se trouvait en compagnie de Muriel Boll. Et l'arrêt ajoute de dire ce qui se passe après, on ne sait pas trop. Dans l'intervalle, évidemment, on a beaucoup réfléchi et le scénario que nous pouvons envisager à l'heure actuelle et que je crois parfaitement fondé est le suivant. Bernard Laroche serait celui qui enlève l'enfant, qui remet l'enfant à ce moment-là, Grégory, à une tierce personne. Cette tierce personne pourrait être, je parle conditionnel, pourrait être Marcel Jacob. Et Marcel Jacob, à ce moment-là, serait, je parle conditionnel, serait celui qui va ensuite jeter le petit Grégory dans la Vologne. Il y a donc pluralité d'auteurs. À cela, vous ajoutez ceux et celles qui ont joué au corbeau. Voilà, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait un homme à la voix rauque et une femme. Oui. Je suppose qu'il y a un couple de corbeaux, un homme et une femme, qui jouent ce jeu malsain, morbide, alternativement, à tour de rôle. Et il y a également le guetteur, puisqu'il semblerait que dans les jours qui précèdent l'action criminelle du 16 octobre, il y avait des opérations de repérage et de guet, de façon à ce que l'enlèvement puisse réussir dans de bonnes conditions. Donc voyez-vous, il y a une coaction de différents personnages qui finalement liguent leurs efforts pour parvenir à l'exécution de ce malheureux garçonnet. Et je veux espérer et penser que dans les mois à venir, nous aurons des mises en examen complémentaires. D'autres personnes pourraient être évidemment recherchées
au plan pénal, et je le souhaite ardemment. Alors il faut quand même préciser que Marcel et Jacqueline Jacob ont nié absolument tout ce qui leur était reproché. Totalement, ils ont nié absolument, ils ont, je le crois, fait usage du droit au silence dans le temps de la garde à vue. Alors je suis un petit peu étonné, parce que je croyais naïvement, mais je suis un grand naïf, je croyais que lorsqu'on n'a rien à se reprocher, eh bien on accepte de s'exprimer devant des enquêteurs de police ou de gendarmerie, mais je suis certainement complètement dépassé. Bien. Ceci dit, le droit au silence est un droit reconnu par la loi, mais enfin, je voulais quand même soulever ce comportement que je crois insolite de la part de gens qui se disent innocents. Est-ce que pendant les plus de 30 ans d'enquête, les parents de Grégory ont un moment douté en se disant on ne connaîtra pas la vérité, il faut qu'on tourne la page, il faut qu'on passe à autre chose? Ou est-ce qu'ils se sont toujours battus? Ils se sont toujours battus, avec détermination, avec courage, avec évidemment des moments de lassitude, de découragement, mais ils se sont toujours battus avec acharnement, et ils le doivent à la mémoire du petit supplicié. Je les accompagne au mieux, aussi bien que je le peux, au plan humain, au plan juridique, au plan judiciaire. Nous disions tout à l'heure que ce sont devenus des amis. Nous nous tutoyons, nous avons des rapports d'amitié et de confiance. Et je ne veux pas utiliser des grands mots, mais échapper mieux en le disant. Grégory, c'est un peu notre enfant, à nous tous. Il mérite ce qu'on fait.